Ici, j'aimerais montrer que les vapeurs peuvent être très lourdes et ne pas s'élever, même si le liquide est volatile. Je vais prendre de l'éther qui s'évapore à très basse température, mais qui est une molécule lourde. Je vais en mettre un petit peu pour montrer comment elle s'enflamme. Je vais en mettre un petit peu dans ce récipient, dans ce verre de montre. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et il est en train de s'évaporer, mais il s'évapore en léchant la table, ce qui fait que les vapeurs ne montent pas, elles restent, elles s'écoulent sur la table, et on devrait pouvoir le montrer en enflammant les vapeurs à distance. À l'heure actuelle, l'éther est inflammable, mais si j'approche une allumette depuis dessus, il ne s'enflamme pas. Par contre, si je l'enflamme depuis de côté, comme ça, ouais, la flamme a démarré à une dizaine de centimètres du verre de montre. Donc, ce qui prouve que les vapeurs sont lourdes. Je vais l'éteindre, comme ça. Et voilà. J'aimerais montrer ici le principe du fonctionnement des tornades. Même tornades qui se produisent souvent dans la mer des Antilles et qui ont des effets dévastateurs. Mais ici, on va le faire avec une lampe à alcool. J'ai ici devant moi un vieux tourne-disque du temps où on utilisait des micro-sillons qui pouvaient tourner, avec des tables qui tournaient à 33, 45 ou 78 tours minute. Je vais le mettre à la vitesse maximum, 78 tours minute. Et je vais faire brûler sur la platine de ce tourne-disque un peu d'alcool dans ce cristallisoire dans lequel il y a du papier pour empêcher que le liquide qui est à l'intérieur soit trop projeté par la force centrifuge vers l'extérieur. Alors, allons-y, je vais prendre de l'éthanol et j'en mets un peu dans ce récipient. Voilà. Quand je l'enflamme, l'alcool brûle, bien entendu, forme une petite flamme connue, une petite flamme qui chauffe fort bien tous les réchauds à alcool du monde. Je vais le faire tourner. Alors, premièrement, si j'enflamme la lampe à alcool, elle brûle. Rien de spécial. Si je la fais tourner, j'enclenche le tourne-disque qui va tourner à 78 tours minute. Il tourne de la même façon et la flamme n'est pas modifiée. Aucun changement particulier. Arrêtons le mouvement et arrêtons la lampe à alcool. Mais maintenant, si je prends ce treillis métallique qui a une forme cylindrique et que je le pose par-dessus, à l'intérieur, il faut que je le pose après avoir enflammé, je vais créer un mouvement circulaire qui va modifier la flamme, comme vous allez le voir tout à l'heure. J'enflamme mon alcool à nouveau, et je pose par-dessus le treillis cylindrique. Voilà. Et si je mets en marche maintenant le tourne-disque, il va tourner à 78 tours minute, mais la flamme s'élève à l'intérieur du cylindre. C'est très curieux. Il y a un phénomène d'aspiration vers le haut qui est ce qu'on appelle l'effet tornade. Dans le sud des États-Unis et la mer des Antilles, il suffit d'un mouvement tournant qui est créé par un phénomène que je ne comprends pas, mais qui existe, pour pouvoir aspirer l'air au centre. La pression diminue puisque le courant d'air est aspiré vers le haut. La pression diminue parce que les molécules d'air sont sans doute éjectées par le mouvement tournant du cylindre. Voilà, ici, nous aimerions montrer une propriété de l'aluminium qui est souvent méconnue. L'aluminium est un métal très souvent utilisé. On en fait des feuilles d'aluminium à usage ménager.
comme celle-ci. Mais peu de gens savent qu'il y a en réalité un sandwich là-dedans. Dans une feuille d'aluminium, il y a 3 épaisseurs. Une couche devant incolore, une couche arrière incolore, mais étanche et résistante. Par contre, l'aluminium qui est entre les deux, le métal, lui, il fond à relativement basse température. Ce que nous allons montrer, à plus basse température en tout cas, que les couches protectrices d'alumine qui sont devant et derrière. Si j'allume mon bec de gaz maintenant, comme ceci, et puis que je prends ma feuille d'aluminium, donc attention de bien la tenir, comme ça, et que je la pose dans la flamme. On voit fondre l'aluminium dans la zone chauffée. Et avec un peu de chance, on voit qu'il devient transparent. C'est-à-dire qu'on voit la flamme à travers. L'aluminium fond entre la face avant et la face arrière. Coule dans cette espèce de sac. Et il reste ici dans la zone centrale qui a été chauffée, donc ici, il reste une matière qui est plus de l'aluminium, qui est très friable, qui est de l'oxyde d'aluminium. Si je mets mon doigt à l'intérieur, comme ça, elle se fond facilement, elle se casse. C'est plus de l'aluminium. C'est les deux faces avant et arrière qui sont formées donc d'oxyde d'aluminium Al2O3. Voilà. Voilà. J'aimerais montrer maintenant une propriété de l'aluminium qui est de réagir avec les solutions de soude NaOH pour dégager de l'hydrogène. C'est très facile à montrer, il suffit d'avoir une solution de NaOH de concentration 1m, 2m ou supérieure, c'est égal, de prendre un peu d'aluminium issu d'un rouleau d'aluminium de ménage. En voilà un peu, j'en ai pas besoin d'autant. Si je prends un bout de cet aluminium et que je le chiffonne sur lui-même pour former comme une espèce d'objet allongé et que je le laisse tomber dans la solution de soude, au bout d'un instant, il se produit un dégagement d'hydrogène qui est assez vif et qu'on peut enflammer. Voilà, il se produit une flamme d'hydrogène qui est due à la réaction de l'aluminium sur NaOH qui se forme de l'aluminate de sodium. La réaction dégage beaucoup d'énergie. De temps en temps, à la suite d'arrivée d'un peu d'eau, la flamme s'éteint, mais il suffit de la rallumer. L'hydrogène qu'on obtient est comme toujours légèrement, facile à enflammer. Voilà, ici, j'aimerais démontrer une réaction fort connue qui s'appelle la réaction de la bouteille bleue, qui consiste à utiliser une solution de glucose d'une part, de soude caustique d'autre part, et de bleu de méthylène. Pour ce faire, il faut prendre de la soude caustique, NaOH, que j'ai ici en grain, et que je vais mettre en quantité qui n'est pas extrêmement importante dans ce flacon qui sera la bouteille bleue de tout à l'heure. De l'eau, là aussi la quantité n'est pas extrêmement importante, là,
et du glucose. Le glucose sera le produit utile pour tout à l'heure. Je vais en mettre quelques spatules. Voilà. La quantité précise, comme je viens de le dire, n'est pas fondamentale. J'agite le tout pour que la solution se fasse, que le NaOH et le glucose veuillent bien se dissoudre dans le récipient. Voilà, nous y sommes. Le glucose est un agent réducteur. Je vais le faire agir sur un colorant bleu, le bleu de méthylène dont je prends ici un échantillon. J'ai une solution qui est préparée à l'avance qui contient 2 mg de bleu de méthylène pour 100 ml de solution. Elle est donc diluée. Mais quand je verse ce bleu de méthylène dans le glucose, il va se décolorer parce que le glucose est un réducteur qui détruit le bleu de méthylène. Voilà, la solution est donc maintenant décolorée. Mais si j'agite la solution en bouchant et en agitant, la solution reprend une couleur bleue, mais qui ne dure pas. Au bout d'un certain temps, la décoloration se refait. Voilà, maintenant la solution est de nouveau limpide. Et on peut répéter l'opération. Si j'agite, la coloration bleue réapparaît. Mais elle réapparaît tant que la solution n'est pas trop agitée. Dans un deuxième temps, la nouvelle solution de bleu de méthylène se redécolore. Voilà, elle prend une teinte, enfin plus de teinte du tout, elle devient incolore. Et on peut répéter l'opération aussi longtemps qu'on veut. Enfin, aussi longtemps qu'on veut, pas tout à fait. Aussi longtemps qu'il y a de l'air présent dedans, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est pas magique comme on peut le croire. C'est tout simplement l'effet de l'air. L'air régénère le bleu de méthylène que le glucose a détruit. Le glucose détruit le bleu de méthylène en formant ce qu'on appelle un leucodérivé. Mais ce leucodérivé est sensible à l'oxygène de l'air, ce qui fait que dès on force le contact entre l'air et la solution qui est dessous, le bleu de méthylène se reforme et on obtient de nouveau une coloration bleue. En fait, si on voulait voir et examiner parfaitement ce qui se passe, on distinguerait à la surface de la solution, il y a toujours une très très légère couche qui est bleue, qui est constamment bleue, mais qu'on ne voit pas très facilement de loin. C'est celle qui est au contact avec l'oxygène de l'air. Parce que si je force le contact avec l'air, évidemment, cette fois je mets de l'air et de l'oxygène partout. Donc, à nouveau, le bleu de méthylène peut se reformer aux dépens de son leucodérivé. Voilà, nous allons montrer ici l'électrolyse de l'eau, qui est une réaction très connue, très souvent effectuée, mais la plupart du temps en classe, on se borne à montrer qu'il se forme de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, sans chercher à savoir exactement ce qui se passe en solution. Ici, j'aimerais montrer ce qu'il en est. Les deux à la fois, montrer le dégagement de gaz d'un côté à chaque électrode et l'évolution de la situation dans l'eau. Dans l'eau, vous savez, on est obligé de mettre un électrolyte pour que l'électrolyse puisse se faire, bien que l'électrolyte ne soit pas transformé. C'est du reste l'un des buts de cette manipulation, de montrer que l'électrolyte ne sera pas transformé à la fin. Pour ce faire, je vais prendre un électrolyte qui est le sulfate de sodium de ce flacon et on va en dissoudre un peu dans l'eau, en prendre un peu ainsi dans cet échantillon, dans ce tube qui contient de l'eau. Normalement, on devrait prendre, pour faire des opérations chimiques, on devrait prendre de l'eau distillée. Ici, j'ai pris de l'eau du robinet, aussi étrange que ça paraisse,
parce que l'eau du robinet a l'avantage d'être un peu calcaire, c'est-à-dire un petit peu basique. Et l'eau distillée est légèrement acide. Ce qui fait que si je veux vérifier le degré d'acidité de l'eau avant et après électrolyse, il faut que je puisse être sûr qu'au départ, la solution soit neutre, c'est-à-dire réagisse en vert au bromothymol. Le bromothymol qui est un indicateur présent dans ce petit flacon, est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique. On va voir que la solution est verte, elle doit être verte. Ça devrait être le cas. On peut le prouver ainsi en mettant un peu de bromothymol à l'intérieur et en agitant. Voilà, la solution est verte. C'est important de le montrer. C'est difficile de le faire autrement que par le biais du carbonate de calcium dissous dans l'eau, du bicarbonate de calcium dissous dans l'eau. Alors, je vais verser maintenant cette solution d'eau et de sulfate de sodium avec un petit peu de calcaire qui est neutre, qui est verte au bromothymol, dans ce récipient qui est un cristallisoire dans lequel on va faire l'électrolyse. Pour faire l'électrolyse, il faut 2 électrodes. Les électrodes que j'ai pris ici sont des électrodes de charbon, qui sont ces petits bâtonnets que je tiens entre les mains et qu'on récupère en démontant des piles sèches, des piles zinc manganèse hors d'usage. L'intérieur est toujours constitué d'un de ces petits bâtonnets que je fixe ici avec une pince crocodile et que je vais maintenir dans la solution avec simplement, comme vous le voyez, une pincette en bois, une pince à linge. Maintenant, on est prêt à faire l'électrolyse. L'électrolyse va se faire à l'aide de ce générateur qui envoie des électrons depuis le pôle négatif à travers l'ampèremètre, puis à travers la solution. Les électrons reviendront au générateur par le dernier fil rouge ici. Pour l'instant, nous n'avons pas de courant parce que l'appareil n'est pas enclenché. Je vais le mettre sous tension. Et voilà. L'électrolyse peut commencer. On a un courant que je vais régler à une valeur qui n'est pas très importante, ici 0,2 ampères. Toute valeur entre 0,1 et 0,5 convient pour cette opération. Voilà, on devrait voir depuis dessus maintenant apparaître une zone acide jaune d'un côté puis une zone bleue de l'autre et un dégagement de gaz des deux côtés. On voit apparaître une zone bleue du côté où les électrons arrivent au pôle négatif et une zone jaune du côté où les électrons repartent, c'est-à-dire au pôle positif. C'est la formation d'un acide d'un côté et d'une base de l'autre. Mais on voit également qu'il se forment des bulles de gaz des deux côtés, des bulles d'hydrogène sur le pôle négatif et des bulles d'oxygène sur l'autre. Et bien entendu, il y a davantage de bulles d'hydrogène d'un côté que d'oxygène de l'autre. Voilà, on charge aux élèves maintenant d'expliquer la chimie qui se produit dans cette solution. On peut arrêter l'électrolyse ici ou la continuer. L'important est de voir ces deux zones. Il s'agit pour les élèves d'écrire la chimie, les équations chimiques qui se passent à chaque électrode. Et ce n'est pas très facile. Au 19e siècle, on pensait que Na+, le ion sodium, se déchargeait au pôle négatif et formait du sodium qui réagissait avec l'eau pour former de l'hydrogène. Et on croyait de l'autre côté que SO4 se déchargeait sur le pôle positif, le ion SO4 se déchargeait pour former SO4 qui réagissait avec l'eau pour former de l'hydrogène et de l'oxygène et en libérant aussi de l'acide sulfurique en solution. Ce n'est pas ce qui se passe, c'est l'eau qui dans les deux cas réagit. L'eau ici se décompose, reçoit les électrons et forme des ions OH- et de l'hydrogène. De ce côté-là, l'eau réagit, donne des électrons et forme des ions H+, ou H3O+, et de l'oxygène. Les équations ne sont pas très difficiles, mais elles sont différentes, et ce n'est pas, comme le disent encore certains maîtres, ce n'est pas du sodium qui s'est formé ici et SO4 qui s'est déchargé là. On peut le prouver par l'étude des tensions. Les tensions
ne dépendent pas de la nature de la solution et du composé dissous. Voilà, ici nous allons montrer l'électrolyse de l'étain à partir de chlorure d'étain. Le chlorure d'étain SnCl2 est une substance qui n'est pas très facile à manipuler parce qu'elle est soluble dans l'eau, c'est vrai, mais elle s'hydrolyse dans l'eau, elle se décompose donc d'une part, puis d'autre part, elle s'oxyde relativement vite à l'air. Elle est donc d'une manutention pas très facile, elle s'oxyde en SnOCl2 qui est un sel d'étain au degré d'oxydation plus 4. Ici, pour être sûr d'avoir du chlorure d'étain au degré d'oxydation plus 2, SnCl2, je l'ai fabriqué peu de temps avant l'expérience. En prenant de l'étain, l'étain est un métal qui se vend sous forme de petits granules brillants, qui a dans ce petit flacon en toute petite quantité. J'en ai disposé un peu dans un tube qui est celui que je tiens en main, où j'ai mis de l'acide chlorhydrique concentré à l'intérieur. L'acide chlorhydrique attaque l'étain pour faire du chlorure d'étain SnCl2 en dégageant un petit peu de gaz hydrogène H2. J'ai donc maintenant dans cette solution un reste d'acide chlorhydrique, mais du chlorure d'étain, et c'est celui qui nous intéresse. Je vais l'électrolyser. Pour l'électrolyser, je prends ce bac qui contient pour l'instant un peu d'eau, mais il faut 2 électrodes. Ces électrodes, c'est des électrodes de charbon tout simplement obtenues par récupération à partir de vieilles piles aux zinc manganèse. Quand vous les démontez, on trouve au centre des bâtons de charbon qui sont comme ceux que je tiens en main ici. On peut les pincer par une pince crocodile, comme celle que j'ai en main, ainsi, qui prolonge donc la pince, et les mettre à l'intérieur d'un bac, qui est un cristallisoire ici, tenu par une simple pincette en bois. Voilà, si on les met les plus loin possible l'un de l'autre, ils trempent les deux maintenant dans la solution. Cette solution contient de l'eau et seulement de l'eau pour l'instant. Je vais y verser cette solution de chlorure d'étain et d'un peu d'acide. Voilà. Voilà qui est fait. Et je peux commencer l'électrolyse. Il faut faire passer un courant qui est produit par ce générateur. Lequel générateur envoie du courant à travers une résistance, puis un ampèremètre, puis à travers le bac, et ensuite le courant revient au générateur. Le courant n'est pas encore enclenché, il faut régler pour qu'il y ait à peu près 100 mA. C'est on commence par un plus petit courant. Là, il y a un courant qui est de l'ordre de 100 mA. On devrait voir apparaître un peu d'étain sur l'électrode négative, l'électrode rouge. On voit apparaître des petites pointes qui se développent, donc correctement de l'étain, et c'est très bien, c'est exactement ce qu'il fallait voir. C'est maintenant préférable de voir depuis dessus, parce que de côté, la vision est moins bonne. On voit apparaître depuis le pôle négatif qui est la cathode, un dépôt de métal éteint qui a un aspect argenté. Voilà, quand l'efflorescence, quand les cristaux d'étain sont sur le point d'atteindre l'autre électrode, ils ont envahi pratiquement tout le récipient. Il faut éviter que les cristaux d'étain se déposent, ou en tout cas touchent l'autre électrode. Si c'est le cas, ça ferait court-circuit. Alors pour éviter que ça se produise, on les tire de côté, simplement à la main.
ces cristaux sont assez faciles à déplacer, comme ça. Voilà. L'opération peut s'arrêter, on peut attendre bien sûr que tout l'étain soit électrolysé, mais la suite peut être menée à partir de maintenant. Je vais maintenant arrêter l'opération tout simplement en éliminant la jonction au générateur. Et c'est le cas maintenant. Le générateur n'est plus relié. Par contre, je vais relier les deux mêmes fils qui étaient sur le générateur dans un ampèremètre. Voilà, il se passe un très petit courant de quelques milliampères qui dure le temps de faire l'opération, c'est-à-dire quelques secondes, peut-être un maximum d'une minute. L'ensemble se comporte comme une pile maintenant. On est absolument hors circuit d'alimentation. L'étain et le chlore qui s'est dégagé sur l'autre électrode se comporte maintenant comme une pile qui débite du courant dans le circuit, un petit courant qui ne dure pas très longtemps parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'étain, mais le chlore qui s'est dégagé à l'autre électrode s'est dégagé dans l'air ambiant en partie, et puis en partie s'est dissous pour former du chlorure d'étain SN4+. Donc la pile, débite du courant, mais pas bien longtemps, c'est juste un principe. On voit que l'opération marche en sens inverse. Sur l'électrode sur lequel s'était dégagé l'étain, maintenant l'étain se redissout, forme des électrons, produit des électrons qui sont captés par l'autre électrode, par le chlore à l'autre électrode. C'est exactement la chimie inverse de ce qui s'est passé pendant l'électrolyse. Voilà, maintenant nous allons récupérer le métal éteint qui est déposé sous forme de plaquettes, de filaments au fond du cristallisoire. Ainsi, nous sommes hors courant bien sûr. Alors, il y en a assez pour qu'on puisse le récupérer simplement avec une pince. Là, je le pince et je le sors et je le récupère sur une feuille de papier. On le presse pour éliminer l'eau, le liquide qui s'y trouve aussi, et on obtient de l'étain métallique qui ne contient plus que de l'étain si on a bien travaillé. Voilà. Et pour montrer que c'est le même étain qu'au départ, je vais prendre un petit tube de verre, comme j'en ai un là, vraiment petit, et entre les mains, j'introduis le petit résidu d'étain qui se trouve maintenant au fond du tube. Si je prends maintenant une pince en bois pour tenir le petit tube contenant le reste d'étain, je vais montrer que c'est bien de l'étain en le faisant fondre. L'étain est un métal qui fond à basse température. Voilà, avec de gaz allumé. Si je mets le tube avec le reste d'étain au fond, si je le mets dans la flamme, au bout de peu de temps il fond. C'est le cas maintenant. Là. Et pour montrer qu'il est bien fondu, je le projette sur la table. Et voilà, on obtient ici un petit globule qui est exactement le même globule que j'ai pris ici initialement dans mon petit flacon. J'ai récupéré le même étain qu'au départ. Voilà, ici nous allons montrer un phénomène d'électrolyse, l'électrolyse de l'or. L'or est un métal qui est attaqué par le chlore, le brome et différents agents oxydants comme l'eau régale, qui se transforme alors en chlorure d'or, soluble dans l'eau et de couleur rose. On peut électrolyser cette solution et récupérer l'or qui se déposerait alors sur la cathode. Ça irait très bien.
Mais la plupart du temps, quand on fait cette opération, on aimerait obtenir de l'or qui fasse une couche de dorure qui soit brillante. Et pour qu'elle soit brillante, il faut que la solution soit le plus diluée possible, c'est-à-dire que la présence des ions d'or en solution, AU3+, soit la plus faible possible. Pour qu'elle soit la plus faible possible, un des moyens simples, c'est de complexer le ion or, ici par les DTA. Il existe d'autres complexes possibles. J'ai préparé ici donc une solution de dorure qui est dans cette bouteille initialement et que j'ai déposée dans ce bécher. C'est une solution donc de ion or plus complexé à l'EDTA que je vais électrolyser. Pour électrolyser, j'ai besoin d'une anode et d'une cathode. L'anode est un treillis en platine qui n'est pas à la portée de n'importe quel expérimentateur parce que le platine, comme vous le savez, est très coûteux. L'anode, c'est la plaque sur laquelle se dépose le chlore. Elle va oxyder l'EDTA en solution, donc il ne sortira pas de chlore de la solution. La cathode sera une clé. J'aimerais faire une dorure de clé. Je vais prendre à cet effet une clé, la plus simple possible, une clé nickelée si possible, pas une clé en aluminium. J'en ai suspendé une déjà à l'intérieur de ce dispositif. Elle est prête à se faire dorer. Elle est suspendue à un petit crochet qui est relié par ce fil à l'alimentation, donc au pôle négatif, à la cathode. L'autre électrode, qui est donc le treillis de platine, est relié par ce fil d'abord à un ampèremètre, puis à une résistance réglable pour régler le courant, et ensuite à l'autre extrémité de l'alimentation. À l'heure actuelle, l'installation n'est pas en train de fonctionner, il n'y a pas de courant. Je vais tout d'abord tremper la solution, la clé dans la solution, donc surélever le bécher qui contient la solution d'or, ainsi. Puis on enclenche le courant. Le courant devrait être comme ordre de grandeur d'à peu près 60-70 mA. Comme je l'ai réglé ici, il s'établit momentanément à cette valeur. Ça n'est pas très critique. Il faut que ce soit inférieur à 100 et puis quand même significatif pour que l'électrolyse ne dure pas très longtemps, trop longtemps. Voilà, il se stabilise aux alentours de 60-70 mA, c'est très bien. Reste plus qu'à attendre. Maintenant, l'or est en train de se déposer sur la clé. Et reste plus qu'à attendre. L'expérience montre qu'au bout de 7 minutes, la couche d'or est assez fine pour être visible et pour ne pas gêner les mouvements de la clé quand on l'utilisera plus tard pour ouvrir une serrure. Voilà, 7 minutes se sont passées. Nous pouvons interrompre l'opération en coupant tout d'abord le courant. Voilà. Ensuite, nous allons voir si la clé est bien dorée en descendant le bécher qui contient la solution. Voilà. On distingue mal la clé, il faut descendre le treillis de platine et quand c'est fait, on peut voir que la clé est effectivement dorée. Je la tourne sur elle-même pour qu'on voie bien de quoi il retourne et on peut par contraste voir une clé non dorée ici, l'effet que la dorure produit. Voilà, ici, j'aimerais montrer que l'élévation de température correspond à une augmentation du mouvement des molécules.
Dans l'eau chaude, les molécules d'eau sont très agitées, dans l'eau froide, elles le sont très peu. J'aimerais montrer une conséquence de cette agitation thermique, c'est le fait que dans l'eau chaude, dont j'ai ici un peu au-dessus de ce bec Bunsen, que l'on éteint, voilà, j'aimerais montrer que cette eau chaude est susceptible de faire bouillir des fragments de matière dont le point d'ébullition est inférieur à 100 degrés. C'est le cas du camphre. Le camphre est une matière naturelle qui sent agréable, qui a une odeur agréable. Et si on en prend quelques petits fragments, à l'aide de cette spatule par exemple, eh bien, et qu'on les verse au-dessus de ce flacon plein d'eau chaude, ainsi, il se forme des petits grains qui tournoient à la surface de l'eau, parce que dès qu'ils touchent l'eau, ils s'évaporent. Et ce mouvement crée une espèce d'agitation. Les petits morceaux basculent les uns sur les autres. Ça crée une agitation au-dessus de l'eau. Voilà, ici nous allons montrer une opération toute simple que beaucoup de gens connaissent, celle de la sublimation du iode. Pour ce faire, je prends du iode, bien sûr, qui est présent dans ce flacon, qui est un solide noir, mais j'ai utilisé 2 tubes de verre que j'ai entre les mains, dont l'un entre exactement à l'intérieur, le plus petit entre exactement à l'intérieur du plus grand. Si je mets un peu d'iode dans le plus grand, iode I2, en le prenant avec une petite spatule, une très petite quantité, comme ça. J'aimerais montrer que le iode, lorsqu'on le chauffe, passe directement à l'état gazeux, forme une vapeur violette qui se condense en sublimant contre le tube intérieur, c'est-à-dire dans ce tube dans lequel je suis en train de mettre de l'eau, qui servira uniquement de moyen de réfrigération, de refroidissement. Voilà, si je chauffe maintenant le iode, voilà. Si je chauffe maintenant le tube dans la partie, on voit aussitôt une sorte de vapeur violette qui se forme. L'ensemble prend une teinte très foncée, on ne voit plus quoi, il semble qu'on ne voit plus rien à l'intérieur du tube, mais le iode sublime et se dépose à l'intérieur sur le tube plein d'eau. Le iode sublime. Au bout de très peu de temps, il ne reste rien au fond. L'ensemble du iode a passé sous forme vapeur et s'est sublimé sous forme solide sur le tube refroidi. On voit déjà maintenant que la couleur à l'intérieur pâlit, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'iode, plus rien. L'ensemble du iode est maintenant déposé sur la partie extérieure, inférieure mais extérieure, du tube rempli d'eau. Voilà, il a sublimé, on le trouve là-dessus. On peut l'extraire si on veut. Il suffit de le sortir et on voit que le tube intérieur est recouvert dans la partie terminale, en dessous, de quantité de petits cristaux d'iode qui brillent. Voilà, il reste à montrer que l'eau froide est animée de mouvements, à des molécules qui sont animées d'un mouvement faible, et l'eau chaude est formée de molécules qui sont en mouvement rapide. Pour ça, on ne peut pas le voir, leur mouvement, mais on peut voir ce qui se passe quand on laisse tomber des gouttes d'encre. J'ai ici de l'encre
bleu. Si j'en prends un petit peu, à l'aide d'une seringue, comme ça, et que j'en verse dans l'eau froide et dans l'eau chaude, on voit la différence. L'encre est formée d'une solution aqueuse, c'est de l'eau qui contient un colorant bleu, lequel est un peu plus lourd que l'eau, donc il traverse. Mais il traverse de manière différente dans l'eau froide et dans l'eau chaude. Vous allez le voir. Je laisse tomber quelques gouttes dans l'eau froide et dans l'eau chaude. Voilà. Dans l'eau froide, il se forme des sortes de volutes. Le trajet des gouttes d'encre est quasi figé, tandis que dans l'eau chaude, il est très très rapidement. Le trajet de l'eau chaude, de l'encre, de la goutte d'encre dans l'eau chaude, est très rapidement dispersé. La solution devient homogène en quelques secondes. Alors que dans l'eau froide, on distingue les volutes que forme le trajet de l'encre pendant très longtemps. Elles ont l'air figées, comme si elles n'étaient pas dans de l'eau, mais dans quelque chose de solide. Ici, j'aimerais montrer la manière artisanale de faire du savon. Le savon, c'est un mélange de substances qui ressemblent au stéarate de sodium qu'on obtient à partir des huiles végétales par saponification avec de la soude caustique ou hydroxyde de sodium. Pour vous montrer comment on le fait, je vais prendre un peu de soude caustique qui vient de ce flacon. Voilà, quelques grains. La soude caustique est formée d'une matière qui est livrée en petits grains blancs. Si j'ajoute de l'eau, très peu d'eau, j'en mets juste de quoi recouvrir la soude. La soude caustique va se dissoudre dans la petite quantité d'eau que j'ai introduite. Et ça prend quelques secondes. Ce n'est pas instantané, mais la solution sera extrêmement concentrée. Quand c'est fait, je vais rajouter de l'huile. L'huile de colza va très bien, n'importe quelle huile végétale va très bien. L'huile d'arachide aussi, l'huile d'olive, mais ici j'ai de l'huile de colza, alors je vais l'utiliser. On en rajoute à peu près, grosso modo, le double du volume de la soude. De la solution de soude de tout à l'heure. Voilà, normalement, dans l'industrie, c'est ainsi qu'on procède. On a deux phases, une phase de soude et une phase d'huile qui ne sont pas miscibles. Normalement, l'une réagit sur l'autre et forme du savon, mais le contact n'est pas bon, la réaction ne se passe que à la séparation des phases. Dans l'industrie, on agite le tout pendant longtemps, pendant toute une nuit, et avec le temps, l'huile réagit avec la soude et forme du savon. Mais ici, on n'a pas le temps, on va le faire de manière à gagner du temps. Et comment faire? Je vais prendre de l'alcool, l'éthanol. Et si je rajoute un peu d'éthanol dans ce mélange, l'éthanol étant plus léger, va flotter au-dessus de l'huile. Voilà un peu d'alcool. On a un système à 3 phases. L'alcool au-dessus, l'huile ensuite, et puis la soude dessous. Pourquoi j'ai mis de l'alcool? C'est parce que l'alcool se mélange facilement à l'huile qui est ici et à l'eau qui est en dessous, à la solution de soude caustique dans l'eau. Et comme elle se mélange facilement, le contact entre l'huile qui est à la phase du milieu et la soude qui est en bas sera beaucoup meilleur qu'il l'est maintenant. Ce qui fait que la réaction va se produire très rapidement. On va mélanger le tout comme ça, très rapidement. Et on voit que la réaction s'est produite et maintenant j'ai obtenu une transformation très très rapide. L'ensemble est solide,
il y a du savon. Mon tube est entièrement rempli de savon. La réaction chimique s'est produite, voyez, en quelques secondes. Et il n'y a plus ni huile, ni soude caustique. Il y a encore de l'alcool, mais il y a du savon. Le problème, c'est de faire sortir ce savon de ce tube-là. Alors, la façon la plus simple pour le faire, c'est de chauffer, parce qu'en chauffant, on fait bouillir l'alcool qui va pousser le tampon de savon qui est à l'intérieur hors de ce tube. Alors, pour ce faire, je vais enflammer ici mon tube, et puis je vais faire chauffer seulement le fond, et l'alcool bourra, si tout va bien, et poussera le petit morceau de savon à l'extérieur. C'est ce qui est en train de se produire. Voilà, le tampon de l'alcool bout pousse le tampon de savon à l'extérieur. Et je récupère, si tout va bien, tout n'est pas sorti. Voilà. Un tampon de savon. On peut le mouler. C'est une savonnette. Voilà. C'est du savon de Marseille. Qui mousse dans l'eau, qui lave les mains, qui contient peut-être trop de soude caustique, parce que je n'ai pas calculé la quantité que j'ai mis. Mais c'est un échantillon de savon, le plus simple et le plus ancien type de savon possible. Voilà, ici nous aimerions montrer les propriétés d'un composé qui est connu sous le nom de minium, Pb3O4, qui est un oxyde de plomb qui se forme quand on chauffe du plomb ou les autres oxydes de plomb à très haute température, 800 ou 900 degrés. C'est une poudre rouge-orange qui est utilisé comme protecteur contre la rouille, ou qui était utilisé avant qu'on considère que le plomb est toxique et qu'on en interdise l'emploi. Mais j'aimerais montrer donc que cet oxyde a une propriété intéressante si j'en prends un peu dans un tube à essai ici, même une très très petite quantité, juste de quoi montrer qu'on en utilise un peu. Voilà, ici au fond il n'y en a guère que 1 ou 2, une fraction de gramme. Si je traite le tout petit peu d'oxyde de plomb par l'acide nitrique, on voit très vite que la couleur change et que de orange qu'elle était initialement, elle prend une teinte brune. Il s'est formé un autre composé de plomb qui est l'oxyde de plomb PbO2. Mais j'aimerais montrer qu'il s'est formé deux sortes de composés de plomb. Un qui est soluble dans l'eau et l'autre qui n'est pas soluble dans l'eau. Celui qui est soluble dans l'eau, c'est le nitrate de plomb, PbNO3 deux fois. Et celui qui n'est pas soluble, c'est ce produit brun foncé, qui est l'oxyde de plomb. Pour le montrer, il faut les séparer. Et pour les séparer, le mieux, c'est de prendre un papier filtre et de filtrer le dépôt brun insoluble qui est au fond de ce tube à essai. Alors, on prend pour ça un entonnoir. Voilà, un papier filtre à l'intérieur. Et on va filtrer le liquide que j'ai obtenu. Voilà. Bien, la filtration est terminée. On va pouvoir maintenant tester le liquide qui est dans l'Erlenmeyer qui a recueilli le filtrat.
J'ai une solution qui contient le ion iodure. Et si j'ajoute cette solution dans l'Erlenmeyer qui a recueilli le filtrat ici, on voit il apparaît un précipité jaune. Ce précipité jaune, c'est du iodure de plomb. Il n'y a pas beaucoup de précipités qui se forment par mélange de deux solutions ioniques. Celle-ci, c'est du iodure de plomb. Ça montre que le plomb est présent en solution. Il est présent sous forme de Pb2+, et il est présent sous forme de Pb4+, c'est-à-dire au degré d'oxydation 4, au fond de cet entonnoir, c'est le dépôt brun.